Bonjour Hervé Laroche. Bonjour. Professeur émérite de SCP Business School. Un papier voilà, que j'ai adoré. Merci. Un papier exceptionnel sur la forme et sur le fond. Voilà, le fond, la forme. Contre le dolorisme en sciences de gestion, Musil et le sourire du chercheur. Un papier coup de poing, coup de gueule, je vais dire ça comme ça. Hein. Évidemment, très argumenté. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Jérémy Morales a produit un éditorial dans la Revue française de gestion où il propose que la recherche doit briser le cœur. Ouais. Voilà, il fait un appel à une recherche qui brise le cœur, ce qu'il appelle lui-même le dolorisme. Et vous vous dites non, contre, je vote contre. Voilà. Voilà. assez radicalement. Assez radicalement. Alors, Jérémy... Alors peut-être qu'est-ce que le dolorisme? Oui. Voilà. Enfin, et puis le contexte. Alors, le dolorisme, c'est de manière générale une valorisation de la souffrance et de la douleur, donc une valorisation qui peut être esthétique, qui peut être aussi épistémique, c'est-à-dire qu'on reconnaît à la douleur une valeur de connaissance, et puis morale. La souffrance, ça confère de la valeur morale à ceux qui souffrent, quoi. Alors c'est un courant qui, il y a des exceptions assez précises dans littérature par exemple, etc. Mais aujourd'hui, c'est une sensibilité qui commence un petit peu à envahir la société. Un bon exemple, c'est le prix Nobel décerné à Annie Ernaux. Hein. C'est vraiment une littérature, quelles que soient les qualités littéraires, mais qui a une inspiration dolorisme. Et puis, plus largement dans la société, il y a des gens, là, par exemple Pascal Bruckner, l'essayiste bien connu, hein, « Je souffre donc je suis », ou bien, encore meilleur d'un point de vue intellectuel, un livre de François Zouvi, « Du héros à la victime », la métamorphose contemporaine du sacré, qui mettent en avant cette montée, hein, moi je dirais presque cet envahissement de la sensibilité doloriste. Voilà. Avec une conséquence évidemment, c'est une forme de posture victimaire, par par définition. La victime est au centre de tout, elle est sacrée, elle a raison, elle est moralement supérieure, et donc il faut s'occuper d'elle. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir ça arriver dans les sciences de gestion. Et puis, j'ai fait une petite enquête, j'ai regardé les références que citait Jérémy, et je me suis aperçu qu'effectivement, oui, c'était une galaxie, c'est une nébuleuse, enfin, disons, un ensemble assez vaste de travaux qui se réclament des management studies ou des sciences de gestion et qui montrent cette sensibilité. Oui, avec ce que vous soulignez dans ce papier, c'est-à-dire un corpus finalement extrêmement cohérent. Absolument, absolument. Il est cohérent parce que autour de cette idée de souffrance, hein, donc qui est pour ces chercheurs le seul vrai problème, le seul problème qui mérite qu'on s'y attaque d'un point de vue scientifique. Donc les chercheurs doivent regarder où est-ce qu'il y a de la souffrance et s'intéresser à ça pour l'épouser même, enfin devenir... Et voilà, mais ça va encore beaucoup plus loin, puisqu'on doit briser le cœur. Donc, il y a une chaîne de la souffrance qui se met en place, qui doit être respectée. Il y a la victime qui souffre. Le chercheur doit souffrir en communion avec la victime, par compassion, par empathie, pour bien sentir le phénomène. Et il doit, quand il fait des productions scientifiques, des articles, des livres, etc., restituer cette souffrance au lecteur. Donc il y a une sorte de cercle qui serait vertueux de la souffrance, hein, qui est une idée qui, quand même, est assez étonnante. Hein, et tout ça, évidemment, au nom de l'humain. Hein, c'est pour être plus humain. Il y a un article que j'ai étudié qui cite 62 fois le mot humain ou humanité dans l'article. Alors, on définit jamais ce que ça veut dire, hein, mais il s'agit avant tout d'être plus humain, parce que la science serait distante, froide, inhumaine en quelque sorte, et supérieure, et arrogante.
Hein, et donc le chercheur de cette sensibilité-là revendique une humilité épistémique, donc il ne sait rien de plus que tout le monde, et il va se mettre au diapason des émotions des victimes. Alors, vous mettez les mots, hein, vous dites cette vision a des conséquences néfastes. Alors, oui, à mon avis. Plusieurs reprises, hein, le terme de néfaste. Oui, néfaste, j'assume le mot. Voilà, néfaste, et en gros, on verse dans la tyrannie des émotions, quoi. Et ça, c'est très problématique. Oui, parce que, alors, il y a plusieurs aspects derrière ça. Il y a d'abord que les cas qui sont toujours cités dans cette littérature sont toujours des cas extrêmes. C'est vraiment une liste, c'est épouvantable, hein. C'est les agressions sexuelles les plus violentes, c'est les persécutions, c'est on retrouve Auschwitz, évidemment, des cas de torture, la peine de mort aux États-Unis, les sorts des réfugiés, etc. Donc toutes des choses effectivement, où il y a de la souffrance, c'est absolument indéniable, et en face desquels il est très difficile, effectivement, d'objecter quoi que ce soit. C'est indéniable qu'il y a de la souffrance, c'est indéniable que ce sont de grands problèmes graves, etc. Alors maintenant, la question, surtout pour nous dans les sciences de gestion, en quoi ça nous concerne dans les sciences de gestion? Quelle est la transposition, le parallèle qu'on peut faire avec l'entreprise, l'organisation ordinaire? Alors c'est vrai qu'il y a de la souffrance, des difficultés dans les organisations ordinaires aussi, mais est-ce que vraiment on a besoin de se référer, et comment surtout, à ces cas-là pour rendre compte de ce qui se passe dans les entreprises ordinaires? L'autre aspect, c'est ce que j'appelle l'histrionisme de la souffrance et des émotions, quoi. C'est-à-dire, il y a une course à montrer ses émotions, et donc qui amène à une forme d'intimidation, parce que qui ne montre pas ses émotions, qui ne se montre pas bouleversé, est accusé d'être insensible. D'être insensible, d'être froid, donc d'être du côté des bourreaux, quoi, en quelque sorte. Hein, voilà. Et donc tout ça, ça débouche aussi sur un manichéisme, c'est-à-dire il y a les bons, et puis ceux qui souffrent, et ceux qui souffrent avec ceux qui souffrent, et puis il y a les méchants, ceux qui ne souffrent pas, ceux qui font souffrir, ceux qui ne sont pas dans la compassion avec les victimes. Donc ça, c'est quand même des problèmes, à mon avis, importants. Sans même parler de l'absence de hiérarchie dans les douleurs. C'est-à-dire, vous évoquez dans le texte, hein, vous dites, à un moment, on compare Auschwitz à une agression sexuelle ou à... Enfin, voilà, tout est dedans. Des cas je sais pas moi, au travail de supérieurs qui exercent leur pouvoir d'une manière excessive, c'est pas comme nécessairement la même chose, quoi. Même si c'est un vrai problème. Bien sûr. Et alors donc, ce que vous proposez, c'est un retour à la pensée classique. Alors avant d'y venir, hein, vous dites en gros, on fait passer la vertu avant la vérité. Oui. C'est un renversement de cette pensée classique, et pour vous, cette pensée classique, celui qui l'incarne le mieux, c'est Robert de Musil. Oui, alors on pourrait traiter cette question-là du dolorisme dans les sciences de gestion de manière analytique, froide, avec un débat, avec des arguments épistémologiques, mais puisqu'ils sont sur le terrain de la sensibilité, je me suis dit, on va aller sur ce terrain-là, justement, et il me semble que cet auteur, donc Robert Musil, qui a écrit L'homme sans qualité, paru en 1932, hein, qui est quand même considéré comme une des plus grandes œuvres littéraires au monde, à l'égal de Proust, de Joyce ou de tous ces gens-là. Il a écrit un chapitre dans ce livre qui est monumental, hein, qui fait 2000 pages, qui moi m'avait beaucoup marqué quand je l'ai lu très jeune, à 20 ans, qui s'appelle « La science sourit dans sa barbe ». Et pour moi, ce chapitre exprimait parfaitement ce que ça voulait dire d'être un scientifique, ce que ça voulait dire d'être un chercheur, la posture. Et Musil dit donc il raconte une scène qui se passe en 1913, où il y a des scientifiques qui sont conviés à une grande réunion, où il y a des orateurs qui développent de grands discours humanistes qui disent que grâce au progrès de la science et de la technique, on va éradiquer la pauvreté, enfin tous les maux du monde, y compris la souffrance. Et les scientifiques sourient dans leur barbe, quoi. Ils ont un sourire ironique. Et Musil s'interroge sur ce sourire, sur sa signification. Le sourire qui, effectivement, alors est-ce qu'il est arrogant? Est-ce qu'il est supérieur?
Et l'analyse qu'il en propose, il dit non, il n'est pas arrogant, il n'est pas supérieur, mais les scientifiques savent bien que le savoir est une aventure qui est intrinsèquement douloureuse. C'est-à-dire que d'abord, on commence par apprendre des choses qui ne sont pas plaisantes. Alors, il en fait une liste de quelques exemples, et que ce n'est que dans un second temps que ce savoir va permettre d'affronter la dure réalité du monde, sa réalité intrinsèque, et trouver des solutions. Mais pour ça, il faut renoncer à tout dogme, à toute idée préconçue de ce que va être la vérité et de ce que doit être la vertu. Et donc, ce qu'il exprime par là, c'est que la démarche scientifique est une démarche qui met la vérité avant la vertu, et qui a simplement la foi que de la vérité viendra un jour, si on fait bien notre travail de scientifique, et si après les hommes politiques, la société, etc., exploitent bien ce savoir scientifique qui a été mis au jour, qu'il en découlera de la vertu, ce qu'il appelle la vie exacte. Et moi, il me semble que le dolorisme aujourd'hui prend complètement sur ce sourire des chercheurs qu'ils dénoncent en disant que la science actuelle est arrogante, indifférente, distante au service des puissants. C'est pas du tout ça que veut dire cette posture scientifique. Et qu'il se trompe en disant qu'il faut d'abord travailler à sauver le monde, donc travailler à la découverte de la vertu, à faire advenir la vertu en supprimant la souffrance, etc. Et parce que s'engager comme ça immédiatement vers sauver le monde, abolir la souffrance, faire triompher la vertu, c'est mettre la vérité au service de la vertu. Et ça, inévitablement, ça débouche sur le fait de refuser certains savoirs potentiels qui vont être douloureux, qui vont être désagréables, qui vont paraître en contradiction en premier lieu avec la vertu. Et donc je crois que nous, notre posture de... Donc il me semble que derrière le dolorisme, il y a une sorte de panique, panique morale, quelque chose d'équivalent, qui s'effraie devant l'impuissance du scientifique à résoudre les maux qu'il a devant les yeux, et c'est tout à fait vrai. Mais c'est pas notre travail. C'est pas notre travail. Le travail du scientifique, c'est de découvrir le vrai, c'est de faire advenir le vrai. C'est ça le premier travail. Et c'est ce que rappelle ce texte de Musil. Chercheurs, faites votre boulot. Voilà. La vertu, ça viendra plus tard, où il y a d'autres gens qui s'en occupent. Et vous contribuez à la vertu, mais par le fait de faire advenir, de révéler le vrai. Voilà pourquoi ce texte, je l'ai mis en avant, parce qu'il révèle justement que le chercheur n'est pas cet être indifférent et supérieur, et qu'il n'est pas du côté des puissants, il fait son boulot. Un papier qui va faire beaucoup parler, parce que derrière, on ne l'a pas évoqué, mais il y a quand même, vous l'évoquez d'ailleurs vous-même dans le papier, mais il y a les approches féministes, les approches grand challenge, etc. Tout ça, c'est le dolorisme, tel que présenté. C'est pas que du dolorisme, mais il y a beaucoup de dolorisme à l'intérieur de ça, et le dolorisme se nourrit beaucoup dans ces approches. Il ne faut pas confondre non plus absolument. Les choses. Mais en tout cas, un sujet qui est au cœur de tous les débats de société aujourd'hui. On le voit bien, on le voit partout, cette question de la place de l'émotion qui peut donner parfois un sentiment un peu tyrannique. Absolument. Voilà. Merci à vous. Merci Jean-Philippe. Beaucoup, Hervé Laroche, pour ce texte d'abord et pour cette interview ensuite. Revue française de gestion, c'est le numéro 316, contre le dolorisme en sciences de gestion, Musil et le sourire du chercheur. Thank you.